Alors, nous sommes avec le professeur Jacques Marescot. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Académie de médecine. On parle en ce moment de la chloroquine. On parle également des réserves de l'Agence du médicament hier. Qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, je suis très content de pouvoir parler, de m'exprimer. J'avais été contacté après la pétition que j'avais co-signée avec l'ancien ministre Douste Blazy par plusieurs chaînes et j'avais refusé parce que j'avais trouvé que sur tous les plateaux, il y avait beaucoup de gens qui se découvraient infectiologues et moi, je suis chirurgien. Donc, je ne voulais pas parler de domaine qui n'était pas obligatoirement mon domaine. Mais alors, néanmoins, moi, je suis tellement content de parler de ce problème d'hydroxychloroquine et de l'antibiothérapie qui est associé par tout ce qu'on entend sur le professeur Raoult. Et je pense que les gens ont besoin de savoir. On dit. Pardon? Ah non, personne ne vous a parlé. Continuez, professeur, allez-y. Voilà. Non, je disais que, si vous voulez, on parle du professeur Raoult de différentes manières. Vous avez même des émissions qui disent c'est un charlatan. J'ai été assez bouleversé il y a 2 jours d'une infectiologue de la Pitié-Salpêtrière, une jeune qui disait pour moi le professeur Raoult c'est un professeur de virologie comme un autre, pas plus que cela. Alors là je pense qu'il faut quand même rétablir les choses concernant le niveau scientifique. Vous savez, et là il faut le faire de façon factuelle avec des chiffres. Vous savez que le niveau scientifique sur le plan international d'un chercheur, eh bien il existe et c'est ce qu'on appelle un H-index. Et l'H-index, c'est un chiffre qui va mesurer à la fois la puissance scientifique, l'influence et la notoriété d'un chercheur sur le plan mondial. Et il se trouve que Didier Raoult a un H-index de 175. Alors ça ne va rien vous dire, 175, mais l'un des derniers prix Nobel de médecine avait un H-index de 88, c'est-à-dire la moitié de celui de Didier Raoult. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme qui est à la tête de l'un des IHU, des instituts hospitalo-universitaires les plus reconnus dans le monde, cet homme qui a découvert à son nom, eh bien, c'est quelqu'un à qui on ne peut quand même pas reprocher de ne pas suivre une méthodologie scientifique, parce qu'il a fait que publier dans sa vie. Il a eu, c'est aussi un niveau, le niveau d'un chercheur, il est aussi apprécié par le nombre de citations, c'est-à-dire combien de papiers dans le monde, combien de chercheurs vont citer un autre chercheur. Et lui, il en a plus de 150 000. Ça veut dire qu'il y a eu 50 000 chercheurs dans le monde qui ont cité le professeur Raoult pour la méthodologie scientifique qu'il avait adoptée concernant tous les travaux qu'il a fait. Je pense que c'est ça la raison, qui a fait que j'ai co-signé avec l'ancien ministre Douste Blazy, parce qu'il y a un bon sens, et puis les résultats qu'il a donnés sur les premiers milliers de malades, même s'il a considéré qu'il n'était pas éthique de mettre des malades dans un groupe contrôle, eh bien moi j'ai une admiration sans faille pour quelqu'un qui pour moi est un géant, c'est un génie, c'est sûrement actuellement le scientifique qui a la plus grosse notoriété mondiale, en France bien sûr, mais très certainement sur le plan international. Et comment expliquez-vous alors les réserves de l'Agence du médicament? Mais parce que je pense que les réserves de l'Agence du médicament, comme les réserves du comité scientifique, comme les réserves de certains infectiologues, se trompent totalement de période. Il est évident, et moi j'ai toujours beaucoup apprécié ce que dit le professeur Perron de Garches, tout le monde sait qu'il y a un temps pour la recherche scientifique et que le temps pour la recherche scientifique, ce sont des études randomisées. Donc pour le grand public, ça veut dire un groupe qui est traité, un groupe qui n'est pas traité. Alors ça, mais c'est la base. Et on ne va quand même pas apprendre au professeur Raoult ce qu'est un essai randomisé. Seulement ça, c'est valable pour des nouvelles molécules, pour des maladies chroniques, quand on a le temps. Et à partir du moment où on est dans une crise sanitaire aiguë, et quand sur un faible nombre de malades, vous avez vu qu'il y avait une tolérance parfaite d'une association de médicaments qui est hyper connue, je répète, je suis chirurgien, ce n'est pas moi qui peux le dire, mais c'est dit par de nombreux médecins, eh bien, il est évident que vous êtes face à un problème. C'est-à-dire que vous avez un médicament que vous pouvez proposer qui a une tolérance historique très bonne, qui a un prix dérisoire, qui a une diminution de mortalité, puisque la dernière série du professeur Raoult sur plus de 1000 cas, c'est quand même une mortalité qui est de l'ordre de 0,5% par rapport à une mortalité qui normalement est 2 fois à 4 fois plus importante. Moi, je suis désolé, sur le plan éthique, je comprends, et il le dit bien, on marche sur la tête, ça n'est pas le moment de faire une étude randomisée. Et donc, je répète, c'est la raison pour laquelle il faut suivre des gens qui sont des génies de leur temps sur le plan de la science dans un domaine qui est le leur et qui est ce domaine d'épidémiologie et de virologie.
Et donc, pour poursuivre votre raisonnement jusqu'au bout, vous êtes pour l'utilisation de ce médicament à titre préventif parce que sur ce plateau, il y a quelques instants, comme depuis plusieurs jours, on disserte longuement, faut-il l'employer dans les cas les plus graves à l'hôpital, c'est-à-dire dans un cadre strictement encadré, ou bien est-ce que vous êtes pour son utilisation, sa délivrance par le médecin généraliste ? Moi, si j'ai signé la pétition avec Philippe Douste-Blazy, c'est parce que je pense qu'il est le moment. Si vous voulez, le problème, tout le monde est en train de dire il faut désengorger les hôpitaux. Bon, il faut désengorger les hôpitaux, il faut désengorger les urgences, les réa, les hospitalisations. Et d'un autre côté, le médecin généraliste est mis de côté. Alors, il y a des médecins, et je les ai entendus, des présidents de syndicats de médecins, etc., qui sont contre le traitement. Mais ça, c'est évident que c'est leur propre conscience. Et M. Didier Raoult n'est pas un gourou, c'est-à-dire qu'il a proposé un traitement, il croit dans ce traitement, il l'administre. Mais chaque médecin, après 10 ans d'études, je pense, est quand même mûr pour savoir quel est le type de traitement qu'il peut administrer à son malade, bien sûr, sous couverture, et notamment, on connaît les problèmes de troubles du rythme éventuel, quoique sur les plus de 1000 patients traités par le professeur Raoult, il y a 0 complication cardiaque, mais c'est évident que le médecin traitant est quand même amène de faire un suivi cardiologique chez le malade à qui il prescrit. Et le meilleur moyen, c'est de rendre ça ouvert aussi pour éviter une automédication, puisqu'on sait que le drame en médecine, c'est bien sûr l'automédication avec des doses qui souvent sont 2 à 3 fois la dose qui doivent être prescrites. Professeur, nous avons justement un médecin généraliste avec nous en plateau, c'est le docteur Lémarie, qui souhaite vous poser une question. Oui, bonjour monsieur le professeur. Moi je suis médecin généraliste et ce que vous dites nous touche. On espérerait tous qu'il y ait quelque chose qui marche, mais dans une pratique quotidienne, vous savez très bien que c'est les patients qui sont le plus atteints, qui sont les plus fragiles, c'est justement ces patients les plus fragiles. Et dans l'étude de monsieur Raoult, il y a beaucoup de gens qui sont relativement en bonne santé. Et je veux dire, j'ai peur qu'il y ait un biais d'étude. J'ai pas eu l'étude en main. C'est un petit peu compliqué d'avoir un petit peu tout ça. Mais j'aimerais avoir une certitude avant de prescrire. Et c'est là. Alors peut-être monsieur Raoult, en tout cas, moi, j'ai jamais dit que c'était un charlatan. Et je n'irai jamais dans ce sens-là. Je pense que c'est c'est un très grand virologue. Je ne suis pas virologue, je ne suis pas statisticien. Mais il manque un tout petit quelque chose pour pouvoir aller plus loin. Non, mais je pense que vous avez fait là une très bonne remarque et tout le monde le dit et tout le monde le répète et Didier Raoult aussi. On sait que la maladie va guérir dans plus de 80% des cas sans aucun traitement. Bon, d'accord. Mais dans les autres cas, il y a quand même une complication. Moi, vous savez, les chirurgiens ont souvent un bon sens paysan. On va s'adresser effectivement à une partie de la population de patients qui n'auraient pas besoin de ce traitement. Par contre, on ne sait pas qui c'est. Et d'un autre côté, on sait que le traitement donné à un stade suffisamment précoce va faire en sorte qu'on va diminuer la mortalité d'au moins la moitié, si ce n'est 3 fois moins. La première étude de 1000 cas, même si c'est une étude qui n'est portée que sur justement l'évaluation de la mortalité, est suffisant. Pardon ? Non, je pense qu'il y a des petits problèmes de liaison. Non, personne. On vous écoute très attentivement, professeur. Continuez votre démonstration. Voilà, je pense que la remarque du médecin généraliste que vous avez sur le plateau, elle est tout à fait justifiée. Et c'est la raison pour laquelle on dit que chaque médecin, en fait, comme il le fait pour chaque malade, en son âme et conscience, va dire qu'il est convaincu ou il n'est pas convaincu de ce traitement. Mais je répète que même sans études randomisées, le fait que vous ayez une possibilité d'un traitement pas cher, non dangereux, qui peut diminuer au moins de la moitié le taux de mortalité, mais je peux vous assurer que je vois tous les amis qui me demandent des avis, etc. Eh bien, moi, je ne voudrais pas être dans un groupe placebo. Et le jour où j'ai cette maladie, je peux vous assurer que j'opte immédiatement, sans aucune hésitation, pour ce traitement, même si je sais qu'il peut y avoir des effets secondaires, comme tous les traitements. On se faisait, professeur, une réflexion tout à l'heure sur le plateau. Ce médicament est déjà prescrit. On le rappelait avec Béatrice Clairas, qui est pharmacienne, notamment pour tous les cas de rhumatisme. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont ce médicament. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'études auprès de ce groupe, large groupe, qui permettait, pour savoir s'ils sont davantage touchés par le coronavirus? Alors, il y en a eu, puisque j'ai lu ce matin qu'il y a une étude chinoise qui vient de sortir. Maintenant, il faut bien sûr le vérifier,
comme quoi tous ces malades chroniques qui avaient besoin notamment de Nivaquine pour leur maladie chronique, que ce soit lupus ou autre, était justement un groupe qui a été totalement épargné par la gravité du virus. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été fait. Maintenant, je pense qu'un infectiologue ou un épidémiologique vous répondra mieux sur la qualité de cette étude. Mais c'est évident que c'est quelque chose qui vient d'être publié très récemment. Donc l'étude chinoise, si on vous a bien compris, c'est une question qu'on se posait. Alors je pose la question du coup à Béatrice Clairaz. Là on a une réponse du professeur. En Chine, voilà, il y a une étude qui montre que ce groupe n'a pas été touché. Oui, mais, enfin, je pense qu'effectivement, pour rejoindre, il faut voir effectivement l'étude en elle-même, comment elle a été faite, et peut-être effectivement aller voir, puisque ça vient de sortir, et voir ce qu'on peut en tirer, et avec précaution de cette étude, puisqu'on sait quand même que les informations qu'on a eues de la Chine, maintenant, les gens, d'une manière générale, prennent avec précaution toutes ces informations. Donc je pense qu'il faut peut-être effectivement creuser, et puis voir, et puis pourquoi pas, chez nous, en France, se poser aussi la question pour ces patients-là et peut-être creuser aussi un petit peu cette piste-là. Merci beaucoup. Vous vouliez peut-être ajouter avant que l'on se quitte, professeur Maresco, un mot? Non, juste une dernière remarque concernant la fiabilité des études chinoises. Autant je ne crois absolument pas dans des résultats statistiques qui sont donnés par le gouvernement, ça paraît évident, y compris pour le pourcentage de mortalité qui me paraît quand même très bizarre. Par contre, je voudrais dire à ma collègue qui est sur le plateau que sur le plan scientifique, j'ai un institut également en Asie, j'en ai même 2, et je dois dire que j'ai vu une évolution de la qualité scientifique en Chine qui n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et je pense qu'il y a énormément de chercheurs chinois qui ont une qualité scientifique et une rigueur, et donc ça mérite d'étudier les conclusions de leurs articles. Merci beaucoup, professeur Maresco, d'avoir été avec nous.